Allez, on vous propose dans notre nouvelle partie de retenir votre respiration. On va devenir les Jacques Mayol de cet événement. On compte sur vous, Dominique. Oui. On compte sur vous pour retenir votre respiration. Puisque nous allons parler d'un sujet qui, à titre personnel, me fascine. Et vous allez voir à quel point c'est fascinant. Et c'est important aussi d'étudier. C'est l'apnée, pratiquée depuis l'Antiquité. Et donc, nous allons pour cela recevoir un apnéiste. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Rouen, où il officie en STAPS. Merci d'applaudir Frédéric Lemaître. Alors Frédéric, on va se donner 25 minutes. Alors vous avez, je crois, à peu près 15 minutes de présentation. Puis on se donnera donc le reste du temps pour un échange avec la salle. Vos questions donc à Frédéric Lemaître via l'application, le QR code. N'hésitez pas, on attend vos remarques et vos questions. Voilà, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs. Moi, je suis assez bluffé de cet événement où on a réussi à réunir des scientifiques, des chercheurs, des industriels, des politiques, des cuisiniers aussi. J'ai eu envie de manger des algues ce matin. Et maintenant des apnéistes. Donc j'espère que vous n'allez pas être déçus de cette présentation. Donc mon idée, c'est un petit peu essayer de vous expliquer ce qui se passe en apnée. Alors d'abord, généralement, je termine par ça. Je dis, si vous voulez pratiquer de l'apnée, contactez des associations. Il y a une multitude maintenant d'associations en France et dans le monde entier. On peut pratiquer de l'apnée partout dans le monde, ce qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc ça s'est vraiment développé. Et on peut apprendre à faire de l'apnée, tout simplement. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand on fait une apnée. Alors, je vais vous présenter simplement la performance des apnéistes de haut niveau. Mais il faut savoir que c'est qu'une toute petite partie des apnéistes, parce que tous les apnéistes ne sont pas à haut niveau. On peut aussi pratiquer pour s'amuser. Donc, la particularité de l'apnée, c'est qu'avant de faire une apnée, il faut savoir comment respirer. Donc ça s'apprend. C'est issu de techniques qui sont millénaires, qu'on appelle le pranayama. Vous savez peut-être, c'est un des 9 piliers du yoga. Les gens connaissent plutôt les asanas, c'est-à-dire les postures. Mais il y a aussi la respiration qui va avec. Et paradoxalement, faire une belle apnée, c'est bien respirer d'abord. Donc ça s'entraîne hors de l'eau, avec une multitude d'exercices. On s'entraîne aussi physiquement, on va dire, pour entraîner son corps au manque d'oxygène, puisque c'est l'objectif un petit peu de l'apnée. Et puis on entraîne aussi son mental. Et les trois sont reliés, bien sûr. Donc avant de partir en apnée, on est relativement relâché. Si c'est en compétition, il y a peut-être un petit peu de stress, mais on ne peut pas plonger profond si on est tendu, stressé. Si on est tendu, stressé en surface, plus on va descendre, moins ça va s'améliorer. C'est à peu près sûr. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on travaille sur son rythme ventilatoire. Et ça va vous permettre de stimuler votre cerveau, le système nerveux autonome, et ça va vous permettre de ralentir votre rythme cardiaque. Vous savez, il y a 2 systèmes qui contrôlent votre rythme cardiaque. Il y a le système sympathique, c'est celui qui accélère le rythme, et le système parasympathique, celui qui est freinateur. C'est un peu comme une pédale de frein et un accélérateur. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, dans la société actuelle, on est tout le temps en train d'accélérer et puis en même temps, on essaye de freiner. Et en apnée, au contraire, on va ralentir et on va se mettre en mode économie. Et l'objectif de l'apnée, ça va être de descendre, pour les compétiteurs, le plus profond possible. Alors la performance, elle est annoncée avant de descendre. On ne peut pas descendre dans le bleu comme ça. On est longé le long d'un câble. Tout ça, c'est vérifié. Et on annonce la performance en général la veille ou 2 jours avant. On ne sait pas ce qu'annoncent les autres. Donc il y a un petit côté tactique en même temps. Et psychologique, bien sûr. Donc on n'annonce pas une performance qu'on n'a jamais fait de sa vie, ou du moins qui est trop éloignée de ce qu'on a l'habitude de faire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, en fait, c'est qu'on a tous en nous un réflexe qu'on appelle le diving réflexe ou le diving response. C'est un réflexe qui est stimulé dès qu'on retient sa respiration. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas. Et ce réflexe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir pour effet de diminuer la fréquence cardiaque. Donc votre cœur va ralentir. Donc on consommera moins d'oxygène.
et le sang va être redirigé vers les organes qui ont le plus besoin d'oxygène, comme le cœur et le cerveau. Donc ça tombe bien, il y en aura moins dans les bras et les jambes, et un peu plus au niveau central, autour des poumons, pour le cœur et pour le cerveau. Et tout ça, ça va vous permettre d'économiser la quantité d'oxygène que vous avez dans le corps. Donc grâce à ça, on peut rester longtemps sous l'eau. Alors au début, quand on n'a pas l'habitude, le réflexe, il est là, mais il n'est pas très performant. Mais on s'est aperçu qu'on pouvait l'entraîner. Et plus on l'entraîne, plus il est performant, plus on est économe. À condition, bien sûr, d'avoir résolu tous les petits problèmes techniques, l'ondulation, le matériel, les stages, etc. Donc au début, si je reviens un petit peu en arrière, je peux revenir en arrière ou pas? Oui. Ouais, voilà. Au début, quand on descend en apnée, il faut palmer, parce qu'on flotte. On part les poumons pleins. Et là, il faut quand même être le plus économe possible, parce que vous savez que si vous faites un effort, votre fréquence cardiaque, elle augmente. Et vous avez une vasodilatation, c'est-à-dire que le sang il va dans les muscles qui sont actifs. Et en apnée, c'est l'inverse. La fréquence cardiaque diminue, et au contraire, il y a une vasoconstriction. Donc les deux s'opposent. Et il faut que le diving réflexe soit plus fort que la stimulation à l'exercice. Et ça, c'est aussi l'entraînement qui le permet. Et au bout d'un moment, on va couler. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus concentré possible. On est concentré dès le départ, bien sûr. Mais à ce moment-là, on essaye d'être le plus relâché possible et de se concentrer uniquement sur l'équilibration des oreilles. Pour vous donner une idée, le record du monde à la palme, en ondulation, qu'on verra tout à l'heure, il est à 136 mètres. Et l'apnéiste, il coule à partir de 30 mètres. Donc ça veut dire qu'il a une phase de shooting, free fall, c'est ça que ça veut dire, qui va durer 100 mètres. Et pendant 100 mètres, il faut qu'il soit relâché et concentré sur une chose, les oreilles. Réussir à équilibrer mes oreilles, parce que la pression augmente. Je descends, la pression appuie sur mon tympan. Et quand on parle des mécanismes, des techniques de compensation profonde à un ORL, ils ouvrent des yeux comme ça, en général, ils ne comprennent rien. Ils n'ont jamais vu ça. Donc il y a des techniques qui sont très très fines, très pointues, mais qui se sont développées au fil des années, qui ont été transmises par Jacques Mayol au début. Et puis, de fil en aiguille, maintenant, on peut apprendre des techniques de compensation dans n'importe quelle école d'apnée. Et puis, au bout d'un moment, on arrive au fond, quand même. Donc, au fond, qu'est-ce qui se passe en compétition? Il ne faut pas toucher le fond, là, c'est juste pour illustrer. Il faut prendre un petit tag, vous verrez sur une vidéo tout à l'heure, et remonter le tag. Si on n'a pas ce tag, on a des pénalités. Donc, on ne valide pas la performance qu'on a annoncée, sachant que pour 1 mètre, on marque 1 point. Voilà, c'est assez basique. Et si on n'a pas le tag, on perd 2 points, donc c'est comme si on avait plongé 2 mètres en moins, finalement. Donc, on remonte. Et au fond, il n'y a personne. Je pourrais vous expliquer le système de sécurité après. Et pendant la remontée, il y a des apnéistes de sécurité qui vont venir à la rencontre de l'apnéiste qui remonte. Alors vous voyez, il y en a un qui est en scooter, qui est un scooter sous-marin. Celui-là, il peut descendre entre 40 mètres et 50 mètres. Il y a un apnéiste un peu plus profond qui, lui, peut descendre entre 30 et 40. Et un autre qui peut descendre vers 20 mètres. Et puis, il y en a encore un autre à la surface, qui est là pour intervenir. Et à la surface, il y a 2 juges qui sont là pour juger la performance. Et quand on sort de l'eau, il y a tout un protocole en compétition. Il faut faire le signe, il faut enlever tout ce qu'on a sur le visage, donc lunettes, pince-nez, pourquoi pas. Faire le signe OK et dire « I am OK » ou « OK, tout va bien ». Bien sûr, si on fait une syncope, c'est-à-dire si on perd connaissance, la performance n'est pas validée. Donc, okay, ça paraît normal. Donc l'idée, c'est pas de faire allez, je vais faire la perf de ma vie et je vais faire le kamikaze. Non, pas du tout. Tout est contrôlé, tout est millimétré. C'est très précis. L'apnée, c'est vraiment un sport de détail. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des mécanismes qui se produisent chez l'apnéiste qui sont similaires à ce qu'on peut observer chez les plongeurs bouteilles à l'air. Vous avez peut-être entendu parler de l'ivresse des profondeurs ou de la narcose qui est due à l'azote.
chez les plongeurs avec bouteille. Et en fait, l'azote, c'est un narcotoxique, on pourrait dire. Ça peut créer des hallucinations, ça peut créer un peu un état d'ébriété avec différents comportements. C'est un peu comme l'alcool. Il y a des gens qui ont l'alcool mauvais et d'autres un petit peu mieux. Et pour faire disparaître ces symptômes en plongée bouteille, on sait très bien qu'il suffit de remonter. Pourquoi? Parce que quand on remonte, on fait baisser la pression environnante, la pression partielle de l'azote, et les symptômes disparaissent. La particularité de l'apnée, c'est que ces symptômes, qui sont un peu similaires, vont apparaître au fond, mais vont perdurer pendant toute la remontée, ce qui n'existe pas en plongée bouteille. Et parfois même, il y a quelques cas où les apnéistes sortent, font leur protocole, et puis après nous demandent « J'ai fait mon protocole ?» « Oui, tu l'as fait, tu t'en souviens pas ?» Non, aucun souvenir. Donc il y a un petit peu de tout. Donc ça, les mécanismes de la narcose chez les apnéistes, ils ne sont pas très bien connus. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'outils pour mesurer ça sous l'eau, en direct. Et puis l'apnéiste ne peut pas attendre pendant la remontée, vous imaginez bien, hein, il ne fait pas de palier. Ça dure suffisamment longtemps comme ça. Alors, on ne peut pas descendre en apnée à des grandes profondeurs tout seul. Enfin, si, c'est toujours possible. C'est comme l'escalade. On peut grimper sur une paroi tout seul, il y en a qui le font, mais vous voyez tout de suite que le risque est énorme. Et en apnée, c'est pareil, même si on ne s'en aperçoit pas, si on part tout seul en apnée, on prend un risque énorme. Okay, donc pour s'envoyer, comme on dit, nous, entre apnéistes très profonds, il faut une équipe. Il faut du monde, il faut une logistique, il faut des apnéistes de sécurité, il faut des gens en surface, et surtout, il faut une équipe en qui on a confiance. Si on a confiance dans l'équipe, on est relâché et on pense qu'à sa performance. On ne pense pas au stress environnant et à tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'ils vont venir me chercher, par exemple? Oui, ils sont là pour ça. Okay, donc, c'est un sport d'équipe et ça peut être très ludique. Hein. Il n'y a pas que la compétition. Là, je vous montre qu'une toute petite fraction de l'apnée. Donc, alors c'est la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer tout ce que je vous dis là. Bien sûr, maintenant, on peut filmer. Il y a des drones qui suivent les apnéistes. Contrairement à ce qu'il y avait avant, on ne savait pas ce qui se passait sous l'eau. Donc là, vous allez voir tout ce que je vous ai dit. Vous allez voir en temps réel. C'est la performance d'Alexei Molchanov qui m'a autorisé à utiliser sa vidéo quand il a fait son record à 136 mètres. Alors, comment je fais pour la faire partir? Voilà. Donc, vous pouvez retenir votre respiration, si vous voulez, en même temps. Vous avez le droit de respirer. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Official top. Alors, il n'y a pas de trucage. C'est en temps réel. Donc, vous voyez, au début, il palme. Et progressivement, il va arrêter de palmer et se concentrer sur l'air qu'il va mettre au niveau des voies aériennes supérieures pour équilibrer et qui va bloquer au-dessus de la côte. Alors, petite information, comme il descend très profond, il faut qu'il maintienne sa vitesse et donc de temps en temps, il donne un petit peu de palme parce que ça dure longtemps, vous allez voir. Donc de temps en temps, vous allez voir relancer un petit peu pour garder la vitesse. S'il ne relance pas, il va couler, mais trop doucement en fait. Et tout le monde ne fait pas ça. Hein. On a le temps d'aller boire un café, si vous voulez. Donc l'objectif, c'est de rester près du câble. Vous voyez qu'il est longé au câble. La petite lumière, c'est juste pour la caméra. Et alors, comment c'est filmé? Il n'y a personne qui suit à la palme, hein, bien sûr. Il y a un petit drone qui suit le long d'un câble, qui est piloté depuis la surface. Donc, comme ça, on peut voir en temps réel ce qui se passe. Alors, vous voyez que ça devient de plus en plus sombre. Hein. Je crois que c'était en Égypte. Je me souviens. Il y en a qui sont en apnée, là? Ah,
Tout le monde respire? Ça va? Ah, il va bientôt y arriver, j'espère. La taille des poumons à 7%, on ne sait pas en fait. Hop, vous voyez, il prend un petit tag au fond, comme je vous avais dit. Et là, il ne va pas remonter tout seul, donc il va falloir palmer. Alors qu'on était complètement relâché. Donc on passe d'un état totalement repos à un effort qu'il faut savoir doser. Parce que si on fait un effort, on consomme de l'oxygène. Et si on consomme de l'oxygène, le risque, c'est de ne plus en avoir assez. Alors là, c'est Alexei Molchanov, c'est le champion du monde, c'est un Russe, qui a à peu près tous les records. Alors il faut être économique même à la remontée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas palmer comme une brute, autrement ça ne va pas durer longtemps. Hein. Vous ne savez pas comment vous allez sortir. Donc lui, il a envie de respirer, comme il dit, vers 3 minutes 30 à peu près. Et là, vous allez voir arriver le premier apnéiste de sécurité avec un... Je ne sais pas si on le voit sur l'image. Avec le scooter, on le verra après peut-être. Ou au moins le premier à la palme, vers 40 mètres. Comme il y a un gros plan, on ne le voit peut-être pas. Ah si, on le voit là. Un premier, un deuxième. Le scooter ne doit pas être très loin, il doit être à gauche là, de l'écran. Voilà. Les apnéistes de sécurité sont là pour intervenir parce que sur les derniers mètres, c'est là où c'est le plus risqué. Donc ils peuvent intervenir et assister l'apnéiste. Et à partir du moment où ils le touchent ou ils l'assistent, la performance, bien sûr, est plus valide. Et d'ailleurs, c'est la seule discipline sportive qui suppose de se priver d'une fonction vitale. C'est la seule discipline au monde. Ouais, c'est comme ça qu'on applaudit. Oh, merde. Alors effectivement, la ventilation, c'est la seule fonction physiologique que vous pouvez arrêter consciemment. Vous pouvez dire, hop, j'arrête de respirer. On le fait plein de fois dans la journée, quand on mange, quand on est surpris, quand il fait très froid dehors. Enfin, il y a plein d'événements comme ça. Vous ne pouvez pas dire à votre cœur, allez, arrête ou ralentis. Non, vous pouvez contrôler votre ventilation et retenir votre ventilation. Alors, il n'y a pas que l'apnée compétitive. L'apnée, c'est aussi un excellent outil d'observation du monde marin. On essaye de créer un réseau mondial d'apnéistes sentinelles en ce moment. Donc, je lance un petit appel aux fondations qui voudraient nous aider pour créer ça. Et d'utiliser un petit peu tous les apnéistes qui sont partout, comme sentinelles environnementales, en fait, puisqu'eux voient ce qui se passe sous l'eau. Ils voient l'environnement changer et des fois, très rapidement, ils peuvent alerter les autorités ou mener des actions éducatives pour les enfants ou pour le public. Voilà, vous pouvez respirer maintenant. On peut l'applaudir très très fort, merci. Merci donc à Frédéric Lemaître. On a encore 6 minutes à peu près pour un temps d'échange avec le public. Alors moi, je n'ai pas reçu de questions pour l'instant sur ma tablette. Oui, on a une question juste là. Et on a Dominique aussi qui passera son micro à la personne qui est derrière. Non mais allez-y. Oui, bien sûr, allez-y. Non mais posez votre question, Dominique, d'abord. Oui, Frédéric, tu parles du réseau Sentinelle, mais il y a beaucoup d'apnéistes finalement sur cette planète? Alors oui, j'espère. Sur la planète, je ne pourrais pas donner le chiffre. Je sais qu'en France, la Fédération française estime à 30 000 apnéistes pratiquants. Ouais, ça a explosé pas mal ces 5-6 dernières années. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, il y a des centres d'apnée dédiés à ça, vraiment partout
Dans toutes les mers, on peut pratiquer l'apnée. Donc l'idée, c'est de coordonner un petit peu tout ça, parce que chaque centre a ses petites actions locales, mais peut aussi transformer ses actions pour les rendre plus régionales ou nationales, quoi. Alors, vous aviez une question, allez-y. Moi, je suis un apnéiste et je trouve que ce serait bien d'expliquer en gros tous les phénomènes physiologiques pendant la plongée. On a juste vu qu'arrivé au fond, il n'avait plus que 7%. La concentration de l'air qu'il avait emmagasiné s'est réduite à 7%. Et voilà, que vous expliquez à l'ensemble le phénomène qui fait qu'il se retrouve justement avec justement 7%. Ouais, la compression sur les poumons, par exemple. Ouais, c'est ça. Compression des poumons et puis le fait que tout se concentre dans la tête. Oui. Que tout se concentre dans la tête et comment il fait parce qu'il a besoin des parties qui ne sont pas compressibles, qui sont au crâne, comment il fait pour avoir la tête en bas alors que l'air se trouve à l'opposé des poumons quand il descend. Ouais. Alors, il y a deux questions. Au début, c'est vrai, dans les années, on va dire 50, fin des années 40, il y a un médecin français. Et à l'époque, il y avait la compétition entre Jacques Mayol et Enzo Maiorca. Maiorca, c'est Molinari dans le Grand Bleu, mais il n'a pas voulu qu'on donne son nom à l'acteur du Grand Bleu. Et à Enzo Maiorca, le médecin français lui a dit « Non, quand tu vas arriver à 50 mètres, tes poumons, paf, terminé, ils vont s'écraser. » Et Enzo Maiorca, il a dit « Ok, j'y vais. » Et il a fait 50, c'est un Italien, hein, donc il y va. 50, 51, et puis après, il est descendu, je crois, quand il avait plus de 60, à 105 mètres. Donc il a pulvérisé les prédictions physiologiques. Et en fait, ce que connaissait pas le médecin de l'époque, c'est que le sang qui est redirigé vers le centre se met autour des poumons, en fait. On appelle ça un transfert sanguin. En anglais, on appelle ça le blood shift. Voilà. Et le fait que ça soit autour des poumons, comme c'est un liquide, c'est incompressible. Donc ça rigidifie la cage thoracique. Et du coup, la cage thoracique ne s'écrase pas. Okay, donc ça nous permet de descendre plus profond. Ce qui n'est pas le cas des mammifères marins. Par exemple, chez certains dauphins, les poumons s'écrasent. Et après, ils retrouvent leur position initiale. Nous, si ça s'écrase, c'est pas bon. Hein, ça reste écrasé et on ne meurt pas, mais on ne vit pas très longtemps derrière. Et il y avait une deuxième question sur ce qui se passe là. Alors, comment il gère l'air quand il descend? Vous n'avez peut-être pas vu un moment où il ramène les bras là quand il descend. On ne le voit pas très bien, il va gonfler ses joues, tout simplement il fait remonter l'air des poumons et il va gonfler ses joues, comme ça, tout simplement. Il met en surpression, en fait, toute cette partie-là en bloquant la glotte, donc ça nécessite de le travailler beaucoup hors de l'eau. Autrement, dans l'eau, ça peut se faire en une fois, mais vous n'allez jamais y réussir. Et l'objectif, c'est une fois qu'on a fait ça, lui, il le fait à 30 mètres, ça veut dire qu'il va garder ce petit volume pour équilibrer ses oreilles jusqu'au fond. Donc, il ne faut pas utiliser beaucoup d'air et il faut être très très fin dans les mécanismes de compensation. Alors, on a deux questions qui viennent d'arriver. La première, c'est comme vous êtes apnéiste, jusqu'à quelle profondeur vous êtes descendu en tant qu'apnéiste? 80 mètres. 80 mètres. À la palme. À la palme, d'accord. Et comment lutter contre les spasmes du diaphragme qui provoquent une libération brutale de l'air? De gouttelettes d'air? C'est ça la question? Non, je sais pas, on va lutter contre les spasmes du diaphragme qui provoquent une libération brutale de l'air. Alors oui, alors ce qui se passe, c'est que quand on commence l'apnée, on ne connaît pas cette phase où il y a des contractions du diaphragme ou des mouvements involontaires thoraciques. Et donc au début, quand on fait une apnée, on est bien en général. Et puis au bout d'un moment, on a envie de respirer et on arrête l'apnée. Si on continue et si on passe un petit peu ce seuil, au bout d'un moment, le diaphragme ou les muscles respiratoires vont se contracter. Pourquoi? Parce que là, quand vous respirez, votre diaphragme, il monte et il descend tout le temps. Et le fait de se mettre en apnée, le diaphragme ne bouge plus. Et au bout d'un moment, le cerveau se dit « c'est bizarre, il ne bouge plus », donc il va envoyer un message au diaphragme pour lui dire hey, « vas-y, il faut bouger ». Et donc, il va se mettre à bouger. Et ça, en plus, c'est dépendant de la quantité de gaz carbonique que vous produisez. Donc, par l'entraînement, on peut décaler un petit peu ces contractions du diaphragme, mais là, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont très peu de contractions. Si vous prenez le champion du monde d'apnée statique, Stéphane Mifsud, quand on le regarde, il n'a quasiment pas de contraction du diaphragme. Et lui, il a le record du monde, 11 minutes 35 en apnée statique.
Voilà, il n'y a quasiment aucune contraction. Il y en a qui ont des contractions très très tôt et très violentes, et il y a plusieurs. Donc là, il n'y a pas de règle, ça dépend de la physiologie de chacun. Alors, je crois que le record en apnée no limit, c'est moins de 212 mètres, c'est ça? 214 mètres. C'est incroyable quand même. Alors le no limit, c'est pas une pratique, c'est plus une pratique compétitive comme vous avez pu voir dans le Grand Bleu. Ça a été interdit. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on gère plus, on a du mal à gérer les profondeurs, et surtout parce qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup d'accidents et de décès. Et le dernier à avoir fait ça, 214 mètres, effectivement, il descendait avec un système. Le no limit, c'est on descend avec une gueuse, un poids, et on remonte avec n'importe quel système qui nous permet de remonter très vite. Julie, vous avez une question? Oui. En fait, à partir de quelle profondeur le diving réflexe se met en route, en marche Alors, le diving réflexe, dès que vous allez retenir votre respiration en surface, il se met en route, mais il va être très faible. Il va être stimulé dès qu'on va mettre le visage dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a plein de récepteurs thermiques, en fait, essentiellement, qui sont sensibles à la température, qui vont permettre de stimuler encore plus ce diving réflexe. Et c'est pour ça que quand on fait des tests physiologiques, souvent on les fait en laboratoire avec la tête dans une bassine pour simuler ce qui se passe. Bon, on essaye de plus en plus d'aller sur le terrain, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, il me reste 2 questions et on a 2 minutes, donc ça tombe bien. C'est Quelles sont tout d'abord quelles sont les contre-indications, on va commencer par ça, à la pratique de l'apnée? Et la deuxième, quels sont les bénéfices de la pratique de l'apnée? Alors, pour pratiquer l'apnée, vous devez passer une visite médicale auprès d'un médecin du sport ou un médecin qui a la spécialité de médecine hyperbare tous les ans. Et les contre-indications principales que vous pouvez avoir, elles peuvent être pulmonaires et cardiaques principalement. Et puis, si vous avez une pathologie psychiatrique. Donc, vous ne pouvez pas pratiquer si vous n'avez pas ce certificat médical, c'est-à-dire on ne pourrait jamais prendre de licence. Ce qui paraît, c'est un certificat de non-contre-indication. Et la deuxième question, c'était... Les bénéfices. Ah, les bénéfices. Alors, les bénéfices, ils sont sur tout ce que vous avez vu avant l'apnée, c'est-à-dire la concentration, le rythme cardiaque, les volumes pulmonaires, puisqu'quand on fait ça, avant de descendre en profondeur, on a un entraînement thoracique, un étirement des muscles respiratoires, de la cage thoracique, qui est très important parce que si on descend et qu'on est complètement rigide, c'est comme si vous descendiez avec une bouteille de verre, il n'y a rien qui va se déformer et au bout d'un moment, les alvéoles, elles vont lâcher. Okay, donc là, l'idée, c'est d'être le plus souple possible. Et si vous êtes souple dans votre corps, vous êtes souple dans votre esprit, bien sûr. Merci à Frédéric Lemaître pour cette présentation sur l'apnée. Ça y est, vous pouvez respirer maintenant. Voilà, et vous allez même avoir 10 minutes de pause pour respirer. Et juste après, eh bien, on parlera de ces cétacés qui peuvent rester sous l'eau jusqu'à 50 minutes. Ce sont les baleines. Et notre scientifique nous expliquera pourquoi leur chant est indispensable aux écosystèmes marins. On se retrouve dans 10 minutes.